Ok, alors avant de commencer la vidéo, frérot, laisse-moi tout d'abord te donner le contexte des événements. On est en 2012. À cette époque-là, la Wii U sort et fait un flop de zinzin. Booba annonce l'immondice album futur. Côté animé, Bleach vient de se terminer de la pire des manières. Toi, pendant ce temps-là, t'as envie de te mater un animé court. Et tu tombes sur ça. JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Et purée que la saison représentait tellement mal l'œuvre. Non, sérieusement, Phantom Blood, y'a rien qui allait. L'histoire tient pas la route, les personnages semblent être des parodies d'eux-mêmes, tant ils sont poussés à l'extrême et basiques à la fois. Le ton est beaucoup trop sérieux pour si peu, Hassoul, ça donne pas envie de s'accrocher au récit. Pour le public lambda, c'était juste une œuvre chelou et oubliable, comme les studios d'animation japonaises en produisent tous les ans. Mais pour les fans du manga, c'était de l'or en barre. Ok, l'animation était vraiment pas ouf, mais la direction artistique était juste sublime. Et si Phantom Blood et Battle Tendency avaient été adaptés en animé, cela ne voulait dire qu'une seule chose, Stardust Crusaders serait elle aussi adaptée avec les moyens actuels. Et ça, c'était la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, JoJo's Bizarre Adventure était réservé à un public de niche. En France, la dernière édition du manga date de 2005 et ne s'arrête qu'à la partie 4. Tandis qu'au Japon, la dernière adaptation animée était un film de 2007 complètement introuvable. Ah, et aussi, il y avait eu des OAV couvrant la partie 3 du manga, mais bon, comment vous dire? Allez les mater en VF si vous voulez vous taper des barres, mais sinon voilà quoi. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. Tout ça pour dire qu'une adaptation en animé du manga, qui plus est réalisée par David Productions, donc pas n'importe qui quand même, permettait de relancer l'intérêt commun autour de l'œuvre partout dans le monde. Et pour ça, on n'a pas attendu très longtemps puisque le 4 avril 2014 sort enfin la première partie de la saison 3, Stardust Crusaders. La partie la plus iconique de JoJo, enfin en animé. Et la qualité est au rendez-vous. Bien que le manque de budget se fait ressentir par certains moments, les musiques et l'ambiance générale nous font vite oublier tous ces petits détails. Que ce soit en animé ou en manga, Stardust Crusaders est un game changer sur comment raconter une épopée dans un manga, bien qu'on oublie beaucoup trop son impact culturel dans la japanimation. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de pourquoi cette saison est-elle la plus appréciée par les fans. Quelles sont ses inspirations, ses qualités, ses défauts, ses anecdotes, bref, tu m'as capté. Alors pour savoir pourquoi cette saison a-t-elle autant marqué sa génération passée comme les nouvelles, laissez-moi vous raconter les origines et le succès de cette saison complètement folle. 9 octobre 1989. C'est à cette date qu'Araki achève la partie 2 de JoJo's Battle Tendency. Après une première partie sortie 3 ans plus tôt, moyennement appréciée par le public, jugée inappropriée au genre du manga shonen, ainsi qu'une seconde que perso je trouve très stylée mais qui objectivement est vraiment pas ouf, l'auteur doit renouveler son manga au risque de finir à Pôle emploi. Parce que oui, il y a un truc que j'ai pas précisé, mais le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Dans ce magazine, t'es obligé de sortir un chapitre par semaine pour à la fin être jugé par les lecteurs. Si ton œuvre se trouve trop bas dans le classement, eh bah, C'est ciao, c'est ciao. vous comprenez donc bien qu'il fallait changer la formule du manga pour trouver un meilleur public. Originellement appelée Jotaro Kujo en héritage pour le futur, la partie a d'abord été rebaptisée Stardust Travelers dans l'artbook Jojo a Gogo, avant d'être finalement appelée Stardust Crusaders dans les volumes reliés du manga. Le premier changement que va effectuer Hirohiko Araki dans son histoire, c'est de se faire se dérouler le scénario en Égypte. En Égypte, frère. T'as déjà vu ça dans quel manga avant? Encore une fois, faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 80, et sortir un manga dans lequel l'histoire se situe dans un autre lieu que le Japon, c'était signer son arrêt de mort dans le métier. Alors oui, le seul animé qui me vient à l'esprit actuellement, c'est Senseiya. Mais bon, disons que c'est l'exception qui confirme la règle. L'auteur placera néanmoins un protagoniste japonais sous la pression de ses éditeurs, pour que les lecteurs puissent s'identifier à lui un minimum. Le légendaire Jotaro Kujo, qui reste tout de même à moitié américain, nous démontrant l'envie de l'auteur à faire varier les origines de ses personnages. Faut pas oublier qu'on reste en 89, Le Japon reste toujours très fermé au mode occidental, ce qui pourrait en partie expliquer les échecs commerciaux des saisons 1 et 2, se passant respectivement en Angleterre et aux États-Unis. Un autre reproche qui a été fait aux premières parties du manga était son système de combat, le Hamon, ou l'onde en français. Qu'on soit honnête, ce système d'énergie spirituelle était claqué au sol. C'est un mélange de Nen d'Hunter x Hunter, couplé au souffle dans Demon Slayer. Personnellement, je trouve que ce système était beaucoup trop limité. Hormis Joseph qui était le seul personnage à utiliser astucieusement cette technique, le reste du casting était vraiment stupide. Un peu comme si le héros était sauvé par le pouvoir du scénario. Pour changer cela, Araki prépare un nouveau système de combat que vous connaissez tous, les stands. Et putain, je sais vraiment pas il a fumé quoi le frérot avant d'avoir cette idée là, mais ça devait être de la bonne ça. Un avatar spirituel reflétant ton état mental, qui sort de ton corps pour hagar l'ennemi. Honnêtement, je trouve que ça ressemble beaucoup au concept de l'Oversoul dans Shaman King. Mais bon, vas-y, je suis pas assez renseigné sur ce manga-là, donc bon, laisse. En parlant de stand, en plus de ça, on notera que celui de Jotaro, Star Platinum, ressemble étrangement au personnage de Bao,
un précédent manga d'Araki. Les lieux et les pouvoirs étaient donc déjà posés, maintenant il faudrait une structure narrative qui tienne la route un minimum. À cette époque-là, la grande mode c'était les road movies. Des films comme Rain Man ou Stand By Me, qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques, cassaient tous les records à cette époque-là. Et si vous connaissez un peu soit-il l'univers d'Araki, vous aurez remarqué que l'auteur s'inspire grandement de certains types de films pour chacune de ses parties. Films de vampires pour Phantom Blood, d'aventure à la Indiana Jones pour Battle Tendency, de polar pour la partie 4, de mafia pour Vento Oreo, enfin bon quoi voilà, je pense que vous avez capté. Alors tant qu'à parler de road movie, je suis obligé d'évoquer l'arc du sanctuaire dans Senseiya, comme structure narrative d'arc. Bon vas-y, je vais faire ça en deux spi parce que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. On a une princesse à sauver avant la fin du temps imparti, des héros qui se séparent pour battre les sous-boss, puis se retrouvent, un grand méchant à battre, enfin bon quoi voilà. Autant dire que c'est très classique. Niveau personnage, Araki nous introduit les Stardust Crusaders. Non parce que t'as capté, en fait c'est dans le titre, tu vois, du coup en fait c'est un jeu de mots, tu vois, parce qu'en fait c'est pour ça que j'ai mis dans la vidéo, tu vois, du coup c'est... Cet ajout est pour moi le meilleur de tout le manga. On a enfin un vrai groupe de personnages plutôt qu'un héros solitaire. Et ça retranscrit beaucoup mieux le côté amitié qu'on retrouve dans les mangas shonen. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'aime pas trop la saison 1. On a un Jonathan qui se bat seul, et les personnages secondaires sont complètement dénués de développement. À partir de Stardust Crusaders, Araki introduit ce qui sera pour moi la plus grande qualité de son manga, les teams de héros. Que ce soit pour la passionnée comme pour le village de Morio, tous les personnages ont un rôle important à jouer. Et pour parler des personnages de la partie 3, ils sont tous beaucoup trop stylés. À part Iggy, j'ai juré, il me foutait le seum celui-là. Mention spéciale à Joseph et Paul Naref, qui je trouve sont beaucoup trop drôles. Et niveau humour, c'est vraiment bon. Bon, c'est évident qu'il y a des vannes qui y passeraient plus trop aujourd'hui. Mais bon, je vous invite à relire l'arc du ruban rouge dans Dragon Ball. Vous verrez que niveau respect des autres cultures et des minorités, on est au plus bas. Puis sérieusement, on a vraiment un bon mélange entre humour et action, contrairement à Battle Tendency où les vannes prenaient le dessus sur l'épique, ce qui je trouve gâchait toute tension dramatique. Le style de dessin change également, devenant plus angulé et détaillé au fil des chapitres. Bon, ça reste toujours des gars super stock, contrairement à Diamond is Unbreakable, où l'auteur rendra ses personnages beaucoup plus fins. Araki revisite donc complètement son manga, en s'inspirant des œuvres qui ont marqué son époque. On a donc désormais une histoire simple. Jotaro Kujo, accompagné des Stardust Crusaders, doit sauver sa mère Holy Joestar avant 50 jours, sous peine que celle-ci ne meure des suites du pouvoir de son stand causé par Dio, le grand méchant final à battre en Égypte. Une histoire d'apparence simple, vue et revue, mais qui, comme on va le voir juste après, arrive à se renouveler au fur et à mesure des combats. Le 5 décembre 1989, après 2 mois de pause pour finaliser l'écriture de sa partie, Hirohiko Araki voit le premier chapitre de sa partie, prépublié dans les pages du Shonen Jump, ouvrant ainsi l'univers de Jojo à un public beaucoup plus large qu'avant. Cette partie voit le retour totalement inespéré de Dio Brando comme méchant principal de la saison. Bon, sauf si vous avez vu les posters promotionnels, auquel cas je peux rien pour vous. Pour justifier ce retour à l'image sans incohérence hasardeuse, Hirohiko Araki a dû utiliser le concept de retcon. Un retcon, ou continuité rétroactive en français, c'est lorsque dans une histoire, l'auteur va intentionnellement modifier un passage de son scénario par la suite pour que les événements qui vont arriver collent au plus près au début de l'histoire. Pour vous donner un exemple, le haki des rois de Shanks face au monstre marin au début de One Piece est un probable retcon d'Oda, lorsque celui-ci a dû intégrer le haki des rois à son histoire durant le passage avec Rayleigh. On pourrait aussi parler des Potala dans Dragon Ball Super, qui ne durent plus éternellement mais 30 minutes, justifiant pourquoi Goku et Vegeta ont dû défusionner durant l'arc Buu. Personnellement, je confondais ce concept avec les foreshadowing avant d'écrire cette vidéo. La nuance étant que les foreshadowing sont des indices volontairement laissés par l'auteur au début de son histoire, alors que les retcons modifient l'histoire au fur et à mesure que celle-ci avance. En gros, foreshadowing égale volontaire, retcon involontaire. Alors quelques secondes avant, je disais qu'Araki avait retcon la mort de Dio pour éviter des incohérences hasardeuses. Mais bon, comment vous dire que le frérot s'est complètement foiré de ce point de vue-là? Parce que oui, comment parler de JoJo's Bizarre Adventure sans parler d'incohérence? Non, parce que c'est simple, l'histoire en est blindée. Je vais en parler en vite fait, parce que c'est pas super intéressant à aborder. Mais déjà, Dio qui survit, ça c'était nimp. Joseph qui devient pas un vampire, ça aussi j'ai pas capté. Star Platinum qui a des techniques de fou qu'il ne peut plus faire des épisodes plus tard. Enfin bon quoi, voilà, plein d'incohérences qui ne gâchent pas forcément l'immersion, mais qui foutent un peu le seum quand même. Autre parallèle intéressant à faire, un peu comme dans les Chevaliers du Zodiaque, les héros se battent selon les cartes du tarot, symbole de la mythologie égyptienne. Bon, pour ce sujet-là, je savais vraiment pas si je devais le mettre dans la partie précédente. Mais bon, vas-y, on va faire avec. D'un côté, on a Seiya, ainsi que les autres chevaliers de bronze, qui se battent selon un signe du zodiaque, face aux Stardust Crusaders, dont les stands se battent sous les symboles du tarot représentant les dieux égyptiens. C'est comme ça qu'on aura Darby pour Osiris, les étoiles pour Jotaro, et bien évidemment le monde pour Dio. Et comment faire une vidéo sur JoJo's partie 3 sans parler de Dio? Je vais faire ça en vite fait, parce qu'en ça mériterait une vidéo à part entière sur lui. Mais bon, disons que Dio c'est vraiment l'autosuceur originel. Pour vous donner un level de fils de puterie, Perfect Cell il est là, en bas t'as Aizen, et là t'as Dio.
il y a plein de petits détails cachés sur ce personnage, nous montrant à quel point il est imbu de sa propre personne. Bon déjà son blaze, hein, le gars s'appelle quand même Dieu, mais il y a un autre truc qui m'avait brain, c'est le fait qu'il soit toujours au-dessus des escaliers quand il apparaît devant les héros, faisant donc comprendre qu'il est supérieur à eux, ou du moins qu'il se croit supérieur à eux. On apprend également dans la partie 6 qu'il souhaitait atteindre le paradis, ce qu'il a plus ou moins réussi en quelque sorte. En plus de ça, son stand The World est clairement le plus cheaté, bien qu'il soit complètement nerf après. Mais bon, ça on va y revenir dans 2 minutes. Et bien sûr, comment ne pas parler du combat Dio contre Jotaro dans les rues du Caire en Égypte. Et quel combat c'était, sérieux. L'animation est pas la meilleure, mais c'est justement ce que je kiffe. Le studio profite de son manque de budget pour créer full plan fixe lorsque Dio arrête le temps. Et ça, c'est une idée de génie. D'ailleurs, petite théorie, hein, voilà, j'ai aucune idée de la véracité de l'info, mais le climax du combat me fait énormément penser au final à Goku Freezer, avec l'antagoniste qui compte avant la mort du héros. Bon, pour parler des défauts, parce qu'il y en a quand même pas mal, le stand de Dio a nerf de ouf pour cette fin de combat, et le héros gagne par la magie du scénario. Après, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait la force des shonen. Et en plus de ça, on a une transfo légèrement inspirée d'un autre manga, voilà, hein, je dirais pas lequel, qui est vraiment stylé. Même s'il faut reconnaître que parmi tous les climax des différentes parties de JoJo, c'est celle qui a le dénouement le plus simple. Pour vous dire, j'aurais préféré une mauvaise fin à la Stone Ocean que ce retournement de situation pas ouf. Après, bon vas-y, je compare ça à l'incomparable, donc bon, laisse. Bon, sinon à part ce combat, on en a eu d'autres vraiment stylés, qui font en sorte que les personnages utilisent leur stand le plus intelligemment possible. Que ce soit Paul Narev contre Alessi, ou Joseph face à ce truc là dont j'ai oublié le nom, ça. C'est des situations complètement ridicules, qu'on ne verrait probablement dans aucun autre manga ailleurs, mais qui font tout le charme de cette saison. Et vraiment tous les personnages sont juste excellents et grave drôles. Et c'est un truc que personnellement je reprocherais à Golden Wind. Le fait que les persos n'ont pas de personnalité aussi excentrique que les Stardust Crusaders. Là, à la limite, le seul qui me vient à l'esprit c'est Narantia, mais bon, je crois bien que c'est le seul. Après, c'est vrai que mine de rien, c'est un contexte et une ambiance très différentes. Pour résumer, j'adore les combats de cette partie. Et particulièrement en animé d'ailleurs, parce que j'accroche pas de ouf au style de l'auteur à cette époque-là. Et en parlant de l'animé, celui-ci est blindé de références au manga. Mais quand je dis blindé, c'est genre vraiment, il y en a à chaque plan d'opening. Bon, venez, on en parle en vite fait. Ici, dans Fighting Gold, on a un foreshadowing des morts de Narantia, Abakio et Bruno. Là, il y a Dio au-dessus des escaliers comme dans la partie 3. Là, t'as Joseph qui crie comme quand César est mort. Et le truc le plus ouf que j'avais jamais capté, il y a la putain de flèche de fin de chapitre dans tous les endings. Oui, effectivement, hein, j'ai pris un petit peu de temps avant de la capter celle-là. Je suis un petit peu con pour ça, excusez-moi. Après, il y a tout de même des incohérences dans l'animé aussi. Je pense surtout au design des différents personnages qui changent pas mal entre les diverses parties, tels que Joseph et Jotaro qui n'ont plus le même design entre les parties 2 et 3. Mais malgré tous ces défauts, cette partie reste pour moi la plus novatrice de toute la saga. Et on se rend pas compte à quel point elle a changé le manga game. Certes, le scénario est ultra simple et tient sur une ficelle, mais il est un renouveau pour la licence qui à cette époque-là était vraiment trop perché pour séduire un public. Non, parce que sérieux, c'est en grande partie grâce à cette saison-là qu'on a eu les fameuses JoJo Poses, qui d'ailleurs me foutent le seum, hein. S'il vous plaît arrêtez avec ça, j'en peux plus moi. Et puis bien sûr les stands, cette idée de génie qui aura été repris dans plein de mangas différents, sans parler des mèmes incroyables qu'on a eu. Je trouve ça ouf que l'œuvre soit autant ancrée dans notre époque, alors que ça a 40 piges le bail. Clairement, à part Dragon Ball, à la limite City Hunter, j'en vois pas d'autres. Et c'est pour ça que pour moi, JoJo's Bizarre Adventure est une œuvre légendaire qui continuera à influencer les générations à venir. Et tout ça, eh ben c'est grâce à sa partie 3. C'était tout pour cette vidéo les frérots. Un grand merci à vous de l'avoir vu jusqu'au bout, hein, ça fait trop plaisir ça. Bon comme d'habitude, un pouce bleu, abonnement, cloche si t'as kiffé. Voilà, donc après avoir parlé en vite fait de JoJo dans la dernière vidéo, j'ai en fait cette fois-ci une vidéo dédiée. Après en vrai je serais grave chaud de faire une rétrospective de toutes les parties du manga, mais bon, au vu du rythme de la chaîne, couplé au fait que je les ai pas toutes lues, ça va être compliqué. Bon voilà quoi, n'hésitez pas à venir sur le compte TikTok en description. Il y a des analyses de scènes d'animé, et aussi pas mal de trucs gaulerie. Enfin bon gaulerie c'est mon humour, hein, il est claqué poteau. Bon sur ce je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon allez, ciao les...